Merci. Pascal Dera. From the Greens. Yeah. Je vais me tourner vers les représentants de la GUE pour être sûr que je ne m'exprimais pas avant eux. Mais voilà, je ne voudrais surtout pas créer un nouvel incident diplomatique. Nous en avions eu un avec la dernière fois. Moi, je l'ai déjà dit la dernière fois, je ne vais pas faire perdre trop de temps à cette commission en rappelant quelques principes, mais je crois que nous sommes en désaccord majeur sur la philosophie et la nécessité de ce texte. Pour moi, ce texte, d'après ce que j'avais compris de la Commission, et c'était la recherche de l'équilibre que la Commission déclare avoir mis en œuvre dans cette directive, c'était de protéger les PME et les TPE, donc non pas les grands groupes et notamment les groupes pharmaceutiques, et on en reparlera brièvement tout à l'heure, c'était de préserver les PME et les TPE qui, dans l'Union européenne, n'avaient pas de législation spécifique qui leur permettait de protéger ce que l'on appelle généralement le CNAO ou le secret d'affaires. En me disant oui, en France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, tout ça est protégé, mais il y a un certain nombre de pays qui ne l'ont pas. Très bien. J'ai entendu cela. Et à travers ce que je vois, la logique qui est mise en œuvre dans cet avis et la manière dont on aborde ce secret des affaires me semble extrêmement dommageable par rapport à ce que, me semble-t-il, nous devons préserver en Europe. Le fait de dire nous devons aller vers une compétitivité des entreprises est, j'allais dire, une évidence. Très bien, les entreprises doivent pouvoir fonctionner et faire leur travail. À côté de ça, me dire que les normes sociales, me dire que les normes environnementales, qui sont l'honneur de l'Europe, et qui sont justement ce que les entreprises américaines, notamment, veulent essayer de limiter dans le cadre du traité transatlantique à venir, ne sont pas à protéger au nom de la compétitivité des PME ou des TPE, je dis que c'est se tromper et faire fausse route. Et donc, je persiste à considérer que dans ce texte, nous devrions en limiter l'objet à ce qu'il est, à savoir protéger des savoir-faire, des process industriels, des process commerciaux, donc aussi bien de production que de commercialisation, là-dessus, j'ai pas de problème, à la fois pour la production industrielle et pour les services, mais limiter l'objet à cela. Et dire très clairement que ce texte n'a pas vocation à porter atteinte aux droits d'information, que ce soit ceux des lanceurs d'alerte, que ce soit ceux des salariés, que ce soit ceux des journalistes, que ce soit les consommateurs, et que considérer ces différents droits comme des freins à la productivité me paraît être une erreur majeure. Non seulement ce ne sont pas des freins, mais c'est ce qui vont préserver l'industrie et l'économie européenne par rapport au reste du monde, notamment la Chine, le Brésil ou ailleurs. À chaque fois que nous portons atteinte à ces règles de transparence et à la protection des consommateurs et à la protection des salariés, nous ouvrons notre marché et le marché européen aux pays qui ne respectent ni les normes sociales ni les normes environnementales. Donc nous commettons une erreur grave pour notre industrie, parce qu'à la fin, nous ne serons pas en mesure de pouvoir nous mettre au même niveau social ou environnemental, c'est-à-dire au même non-niveau social et environnemental que la Chine, le Brésil ou ces pays-là. C'est donc en élevant ces normes et en faisant des règles pour pouvoir à la fois produire et être dans le marché européen que nous protégeons notre industrie, nos PME, nos TPE, et pas le contraire. Et là, je crois que nous avons une opposition absolue de philosophie, et elle se retrouve effectivement dans les logiques des amendements. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des amendements, parce que comme je suis quelqu'un d'optimiste, et que j'ai vu le travail qui avait été accompli par la rapporteure, donc je n'ai pas de doute sur le fait que nous allons essayer de rapprocher nos positions. Mais je voulais vraiment insister sur ces questions-là, parce que ce sont des questions absolument majeures. Si nous ne mettons pas une définition claire au secret d'affaires, nous ne protégerons pas les TPE et les PME. Par exemple, typiquement, les laboratoires pharmaceutiques, eux, ils ont un intérêt majeur à ce qu'on mette ce texte-là, parce que ça va leur éviter d'avoir à déposer des brevets qui, in fine, sont connus et qui permettent les génériques. À travers ces logiques-là de secret d'affaires et ces textes-là, on va pouvoir demain faire en sorte que nous n'aurons plus la capacité de développer, quand je dis nous, c'est en Europe, mais ailleurs également dans le monde, il n'y aura plus la capacité de développer des génériques à travers des brevets qui tomberaient dans le domaine public. Voilà typiquement les dangers
qui sont des dangers majeurs. Donc nous sommes dans une logique démocratique maintenant où nous devons aller vers plus de transparence. Et l'opacité, encore une fois, la protection ne doit être que pour défendre des intérêts légitimes, strictement légitimes. Et ça n'est pas le cas d'une manière générique. Voilà. Donc, après, pour le reste, effectivement, sur la mobilité des salariés, sur la durée, sur le fait qu'on essaye de trouver des solutions, je pense que nous arriverons au moins sur certains points. La dernière fois, M. Cofferati avait fait un certain nombre de remarques avec lesquelles j'étais en total accord. Donc, on va sûrement pouvoir trouver ces compromis-là. Mais, pardon d'avoir été un peu long, mais je voulais vraiment essayer d'attirer l'attention de Madame la rapporteure sur le fait que trop de logique de dérégulation va desservir notre économie, notre industrie et les valeurs qui fondent l'Union européenne.